Donc je vais donner la parole, je vais enchaîner avec professeur Riyad Gouidr, qui va nous parler un peu de l'effet du Covid sur le système nerveux, pandémie Covid-19 et système nerveux. Quelle interaction? À vous la parole, professeur. Bien, chers amis, chers collègues, c'est un plaisir de présenter le Covid et le système nerveux dans ce contexte qui, comme a été dit, n'était pas un contexte de joie comme il dit au départ, mais la tablette, elle me décontamine. Alors, ce travail a été réalisé par les membres du Collège de neurologie et de neurochirurgie et il n'y a aucun conflit d'intérêt à déclarer là-dessus. Alors, au début, quand on a vu le Covid et au départ, la pandémie Covid, l'atteinte respiratoire, on s'est dit, bon, là, les neurologues ne vont pas être sollicités jusqu'à ce que commencent les premières séries et les recommandations. Et vous voyez qu'il y a des signes neurologiques qui nous interpellent, les céphalées, les troubles, les douleurs musculaires et le fait que les personnes n'arrivent plus à sentir, donc ils ont une anosmie. Et donc, la neurologie est rentrée dans l'histoire du Covid et vous allez voir qu'en fait, le problème est présent et probablement, très possiblement d'avenir. Donc, j'ai dit qu'il y avait les céphalées, l'anosmie et les troubles respiratoires sur lesquels il y a un point d'interrogation par rapport au tronc cérébral. Les articles ont continué et puis sont arrivés des articles qui parlent de l'atteinte neurologique dans les cas de SARS-CoV-2 sévères. Et on s'est rendu compte que ces atteintes neurologiques, avec des atteintes donc des voies corticospinales et LCR de bande oligoclonale, le système nerveux était définitivement impliqué. Il faut maintenant qu'on voit comment cette implication se fait. Le système nerveux est impliqué avec 4 mécanismes que nous allons étudier. D'abord, il y a la lésion virale directe. Il y a la réaction immunitaire directe qui est dans l'orage cytokinique qui est décrit. Il y a la réaction immunitaire indirecte qui est la réaction de l'hôte après l'infection. Et puis, il y a la réponse systémique qui est la conséquence indirecte de l'infection virale. Donc, il y a tous ces 4 mécanismes qui peuvent être responsables d'une atteinte du système nerveux. Et puis, on a repris un peu notre mémoire sur ça. Le coronavirus est un ennemi du système nerveux depuis longtemps. Il commence par l'atteinte respiratoire et puis après, il y a une atteinte du système nerveux. Et puis, vous voyez, par exemple, il y a des articles qui ont été décrits « Coronavirus humain respiratoire, neuro-invasif et neurotrope ». C'est des agents qui, au départ, commencent sur le plan respiratoire, puis qui vont infiltrer le système nerveux. En fait, quand le virus rentre, les premiers éléments qu'il va rencontrer, c'est la lame criblée de l'étomide et les cellules olfactives. Donc, déjà, c'est un des points de l'anosmie. Au départ, l'anosmie, on a dit non, c'est peut-être le nez qui est bouché, mais là, on est sûr que ce n'est pas une histoire de nez bouché et qu'il y a une atteinte dont le mécanisme n'est pas encore totalement établi, mais c'est un élément auquel vous devez penser. Et puis, il y a le passage du virus par la voie sanguine et avec toutes les conséquences immunitaires et cytokiniques qui sont derrière. Donc, vous voyez que nous avons ce problème-là. Et ce problème-là, avec le coronavirus, n'est pas nouveau pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous pose problème? C'est que quand il rentre, il va suivre des voies synaptiques. Et après toute cette infection et tout cet aspect-là d'amélioration des voies respiratoires, j'entends une toux, et ça devient inquiétant en période Covid d'entendre une toux. Je vous ai dit, à cette voie synaptique, vous voyez cette voie-là, c'est maintenant une des voies en neurologie qui est décrite. C'est-à-dire que les mécanismes de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, que vous connaissez tous, passent par des voies comme ça. C'est-à-dire, elles passent d'un axone à l'autre par voie transsynaptique et vont être responsables de la diffusion de la maladie. Et particulièrement, en plus de cette diffusion, là j'ai parlé de macroanatomie et de microanatomie, là aussi je vais parler au niveau cellulaire. Il y a de la démyélinisation par le coronavirus et en plus de la démyélinisation, il y a des réactions immunitaires aiguës et chroniques, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions aiguës et puis des réactions chroniques sur le temps. Et le transport axonal va être perturbé, c'est une axonopathie aussi.
c'est une astropathie, et toute cette évolution-là va être responsable d'une atteinte du système nerveux à court terme et long terme. On a parlé de la macroanatomie, de la microanatomie, des voies cellulaires, de l'atteinte cellulaire, mais maintenant, au niveau moléculaire, les ACE sont présents au niveau du cerveau. Et les ACE, on sait que c'est la cible préférée, c'est la clé moléculaire d'entrée du coronavirus. Donc, tout est mis en place, de la macroanatomie au récepteur cellulaire, pour faire du système nerveux, qui est extrêmement protégé d'habitude, qui est enveloppé par ses ménages, une cible possible du coronavirus. Et c'est ce qui a été mis dans cet article que je vous conseille, Evidence of the Targeting Central Nervous System. Maintenant, on va à la clinique. L'atteinte clinique du coronavirus. Le système nerveux est organisé en système nerveux central avec la partie encéphalique, la partie transcérébrale cervelée, la moelle, les nerfs et les muscles. Tous sont touchés. Et on a mis un corona devant chaque atteinte de ce type-là. Pour le moment, on vient de me parler d'un malade à l'Ariana qui aurait une atteinte radiculaire et qu'on voudrait qu'on expose, qu'on explore. Et en fait, toutes les parties du système nerveux, comme vous le voyez là, peuvent être touchées par le corona. Et publication arrive avec les cas de Yuan. Sur les 214 cas qui sont décrits, il y a eu des événements cérébrovasculaires. Il y a eu de l'altération de la conscience et des manifestations neuromusculaires. Ces éléments-là, on les a vus et ils ont été listés. Nous allons revoir certains d'entre eux, nous allons revoir les plus importants, et les signes neurologiques, comme vous le voyez, ne sont malheureusement pas spécifiques, mais sont étendus en topographie. Ça, c'est un exemple de lésion cérébrale que vous voyez au scanner, avec l'aspect de lésion à l'imagerie du scanner. Le premier signe dont on a parlé, c'est l'anosmie. L'anosmie, nous la considérons comme une atteinte d'un nerf crânien. Mais ce n'est pas la seule. Ils peuvent avoir une anosmie, ils peuvent avoir une dysgeusie et même des troubles visuels. Donc, il y a une atteinte des nerfs crâniens. La méningoencéphalite a été décrite chez un patient japonais, et puis un homme de 24 ans avec une fièvre céphalée. Ce qui m'intéresse à vous montrer, c'est l'endroit qui est touché. Vous voyez cet endroit-là, c'est ce que vous voyez d'habitude dans les encéphalites herpétiques. Quand on voit ça, ça veut dire pour nous qu'il y a un tropisme direct du système nerveux, très probablement. C'est-à-dire que le virus a profité du passage et d'approcher le lobe temporal au niveau de sa base et d'avoir une atteinte du lobe temporal avec des céphalées, une fatigue, des crises épileptiques. Et donc, l'invasion là, pour nous, elle est probablement directe, même si nous n'avons pas fait la preuve obligatoirement. Outre ce tableau de méningoencéphalite, vous avez des tableaux d'encéphalopathie hémorragique aiguë nécrosante. Alors, l'encéphalopathie est là. L'hémorragie, j'anticipe sur ce qu'on va dire sur les AVC. Il y a des cas de thrombocytopénie décrits dans le SARS, dans CoV-2. Et donc, il y a des possibilités de saignements intraparenchymateux cérébraux. Il y a une possibilité d'atteindre... C'est vrai. Et nous, on est gênés quand on voit ça parce que nous savons que ça, c'est une vascularisation en général terminale. Les noyaux profonds ont une vascularisation terminale, ils sont très fragiles. Ce n'est pas un problème d'hypoxie uniquement. C'est aussi un problème certainement d'une atteinte vasculaire qui est à ce niveau-là distal. L'électroencéphalogramme dans ces cas d'encéphalopathie est altéré. Et j'en profite pour dire que nous avons établi un circuit Covid+, pour les explorations parce que nous sommes conscients que nous aurons besoin pour nos amis anesthésistes et réanimateurs de faire des électromyogrammes, de faire des électroencéphalogrammes. Et donc, l'équipe a déjà prévu ça avec un circuit, parce qu'on a eu déjà de la demande d'exploration de ces patients-là. Et, comme a dit il est hors de question d'exposer notre personnel à un risque qui soit accru ou nos patients. Donc, il y a un circuit spécifique pour ça. Alors, nos amis réanimateurs arrivent à faire des miracles, à ressortir les malades, mais quand ils se réveillent, sur les patients qui sont réveillés, sur les 40 qui étaient au réveil, il y avait 26 qui avaient une confusion.
Et puis, au moment de la publication, quand ils avaient publié, sur les 45 patients, il y avait 15 qui avaient gardé un syndrome dysexécutif et une désorientation. Nous, ça nous inquiète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malade est sorti de l'orage, mais qu'il a quand même gardé quelques troubles cognitifs et quelques dysfonctions du système nerveux qu'il est certainement obligatoire d'explorer, et j'en parlerai plus tard. Et comme je l'avais dit, confusion, seizure, stroke, il n'y a pas qu'un seul type d'atteinte, il y en a plusieurs. Et ce n'est pas uniquement l'hypoxie qui a été étudiée dans ce cas-là qui peut expliquer tous ces tableaux-là. AVC et Covid, c'est une très grande question avec un embryon de réponse. Nous sommes en train de travailler les recommandations avec l'INEA Santé là-dessus. Et croyez-moi, la prise de position n'est pas facile. Est-ce qu'il s'agit d'une simple comorbidité ou est-ce qu'il y a un lien de causalité? L'accident vasculaire cérébral constitue, avec la maladie d'Alzheimer, la première cause de mortalité quand ils sont unis. Donc, ce n'est pas inhabituel d'avoir chez des sujets tarés et âgés qui ont de l'hypertension et le diabète, qui sont les facteurs que préfère le coronavirus pour ces victimes, d'avoir un accident vasculaire cérébral. On est sur le même terrain. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une comorbidité ou d'une liaison de cause à effet direct? Alors, à part ces facteurs de risque, il y a aussi des éléments importants. Le premier élément, c'est qu'il y a dans le Covid-19 une coagulopathie. Il y a des anticorps antiphospholipides qui ont été décrits. Donc, il y a intrinsèquement à la maladie un problème de coagulopathie. C'est des questions pour lesquelles les réponses ne sont pas définitives. Mais nous, à notre réflexion, quand vous recevez un AVC, et c'est la question auquel nous aimerions répondre de façon pratique, vous êtes résident de garde, vous recevez un AVC. La première chose à laquelle vous faites, vous protégez votre personnel. Vous allez faire un interrogatoire minutieux à la recherche de signes d'infection. Vous allez rechercher des signes évocateurs d'infection. Vous allez surtout rechercher cette fièvre, qui se retrouve chez 90% des cas. L'accident vasculaire n'arrive pas le premier jour ou le deuxième jour. Il arrive au bout de plusieurs jours s'il est lié au Covid. Et donc, les cas qui ont été décrits ont été généralement décrits 10 jours et plus. Vous allez voir s'il y a quand même une pathologie prédéterminée et faire votre bilan biologique, s'il y a des troubles respiratoires associés à la fièvre. Et puis, si vous avez un doute, même si nos collègues radiologues épidémiologiques discutent ça, la discussion qui a été faite est d'aller voir le TDM thoracique parce qu'il s'agit, pour nous, l'AVC est une indication urgente. Nous devons savoir tout de suite où le malade doit se placer et nous allons rechercher tous les signes. Dr Nissar Ben Ali m'expliquera si le test rapide va se référer à ces patients-là et s'il nous permet de ne pas faire le scanner. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des causes, il faut vraiment s'assurer que vous n'êtes pas devant un patient Covid. Sinon, on va avoir, comme ce qui s'est passé à l'Institut, tout un service qui peut fermer à cause d'une contamination qui passe. Et donc, c'est extrêmement important aux urgences de déterminer ces points-là. Les Italiens sont quand même le deuxième pays touché au monde maintenant. Et ils ont fait un travail là-dessus. Ils ont vu les AVC parce que les Italiens ont une population âgée. C'est une des populations les plus âgées d'Europe. Et ils ont fait un travail comment ils doivent gérer un accident vasculaire cérébral, quelles sont les voies des soins, les pathways comme ils disent, dans cette pandémie. Vous voyez cet arbre décisionnel. Je ne peux pas rentrer dans les détails de cet arbre décisionnel de façon... eux ne préconisent pas de scanner thoracique dans les services où ils font l'IRM et l'angio-IRM. Ils préfèrent qu'il y ait une unité de scanner mobile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra discuter. Parce que, quel est le souci, vous qui travaillez aux urgences? Time is brain. Si vous perdez du temps, vous perdez l'occasion de recanaliser vos patients, soit par thrombolyse, soit par thrombectomie. Donc, le fait de très vite déceler s'il s'agit d'un accident vasculaire habituel avec un thrombus qu'il faut évacuer ou qu'il faut libérer doit être fait rapidement. Est-ce que les sujets âgés qui ont un Covid+, doivent être mis sous antiagrégants systématiquement? Alors, la réponse oui ou non. Ma collègue réanimatrice a fait non de la tête. Il faut voir comment sont les dédimères.
Il faut essayer de raisonner sur l'état de coagulopathies et à partir de ça, prendre la décision si oui ou non vous allez leur mettre sous antiagrégant. Les Italiens préconisent qu'on voit l'état de coagulation et décider ensuite de mettre sous antiagrégant. Donc, je ne vais pas rentrer là aussi pour les détails de l'AVC, mais juste vous dire, si le patient est Covid+, il faut y aller dans le circuit Covid+, avec le scanner et l'IRM. Si le patient est Covid-, le gold standard reste la PCR. On va voir ce qu'amène le test rapide, mais prenez toutes vos précautions pendant cette période. Nous avons parlé de l'accident vasculaire cérébral, nous avons parlé de l'encéphalite, de l'encéphalopathie, mais il y a des cas de PRN aigu. On a discuté entre nous, les membres du collège, et je le dis aux responsables de la cellule Covid, il y a des cas de PRN qu'on ne comprend pas. Je ne parle, bien sûr, c'est des cas rapportés, nous n'avons pas encore de réponse. Mais ma collègue de Mahdi m'a rapporté, et la collègue de Sousse, et d'autres m'ont rapporté des cas de PRN aigu qui n'arrivent pas à comprendre et qui n'arrivent pas à situer, et pour lesquels ils sont maintenant en train de demander une réponse par rapport à l'infection Covid. C'est des cas inhabituels avec midriase, etc. Donc, une PRN aiguë est un élément qui doit vous faire, dans ces jours-là, dans ces jours de pandémie Covid, réfléchir et demander l'avis de votre neurologue et de votre circuit Covid là-dessus. Le cas qui a été rapporté avait une lymphopénie, une thrombopénie, ce qui est quand même inhabituel. Et à l'EMG, il y avait une neuropathie démyélinisante. Il a été traité par une cure d'immunoglobuline. Et association ou atteinte, je relève ce qu'il en est. Outre ça, il y a l'atteinte musculaire. Et il faut faire les CPK parce qu'ils peuvent être élevés. Il faut se méfier à ce moment-là pour la fonction rénale, etc. Donc, le Covid, comme je l'ai dit, touche le système nerveux au niveau de tous cet élément. Ce qui a poussé donc en Angleterre les autorités de santé publique à considérer à risque les malades de plus de 60 ans, ceux qui ont une sclérose en plaques, ceux qui ont un Parkinson, une maladie d'Alzheimer, une sclérose latérale amyotrophique, une cérébrale palsy qui est une infirmité cérébrale, et la myasthénie, ainsi que quelques cas d'épilepsie ou de myopathie. Qu'est-ce qu'il en ressort? Le malade qui a une atteinte du système nerveux est considéré à risque. Mais c'est une attitude qui n'est pas partagée par tous les pays ni tous les organismes de santé. Quoi qu'il en soit, ce qui est conseillé dans ce premier temps pour les malades neurologiques, s'il n'y a pas d'urgence, c'est d'aller à la téléconsultation. Et je vais prendre comme exemple, je ne pourrai pas prendre l'exemple de toutes les maladies neurologiques, je vais parler de la sclérose en plaques. Je vais parler de la sclérose en plaques et je profite de la présence de mon amie pour qu'elle nous donne une explication sur ce que je vais montrer. D'abord, la sclérose en plaques, d'abord on pensait qu'elle était rare en Tunisie. Depuis le professeur Ben Ahmed en 1977, on sait qu'elle est fréquente. Et on sait qu'elle est beaucoup plus fréquente. On pensait qu'elle atteignait la myéline. Non, elle atteint la myéline et l'axone. On pensait que c'est une maladie uniquement inflammatoire. C'est une maladie inflammatoire et dégénérative. Donc, baser notre raisonnement uniquement sur la physiopathologie ne peut pas suffire. Donc, il y a les faits. Regardez ces deux cartes que je vais montrer. Ce qui est en rouge à gauche, c'est la prévalence, la répartition de la sclérose en plaques. Et vous voyez que les pays qui sont en rouge et orangé foncé sont les pays où il y a beaucoup plus de sclérose en plaques. Comparez-les à droite au fameux globe terrestre où il y a le Covid. Vous me dites, bon, et l'autre partie du monde? On a une diapo, je pense qu'elle a sauté, c'est la diapo de l'hémisphère des Amériques. C'est la même chose exactement. Alors, le point commun maintenant, on sait que la sclérose en plaques, il y a des éléments liés à la génétique, des éléments liés à l'environnement, en particulier le microbiote. On sait qu'il y a des éléments qui sont reliés à la pollution. Donc, je ne sais pas quel est le sens, parce que ça peut être un pur hasard, mais je voulais juste profiter de ça pour lancer l'idée et voir ce qu'en pensent mes collègues. D'autant plus que le coronavirus était impliqué dans la sclérose en plaques depuis bien longtemps. Le coronavirus a été retrouvé de façon significativement plus importante chez les patients qui ont une sclérose en plaques. Alors, quand un patient qui a une sclérose en plaques et qui a une atteinte corticospinale maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un Covid ou d'une poussée de sclérose en plaques? C'est vraiment une question qui se pose à nous et pour lesquelles
on a essayé d'expliquer très vite. Quand vous voyez un malade qui a une sclérose en plaques aux urgences, qui vient vous voir et que vous n'êtes pas dans un contexte de neurologie, il y a des questions très simples. La fièvre en général n'est pas en faveur d'une sclérose en plaques. La sclérose en plaques n'évolue pas de façon, elle évolue en poussée, comme on dit, et avoir des myalgies comme ça est quand même difficile. Mais l'atteinte, comme j'ai dit, corticospinale peut être un signe, et les IgG au niveau du liquide céphalorachidien ne sont pas discriminants. Les malades qui ont une sclérose en plaques ont un risque infectieux autant que la population générale. Mais c'est des malades que nous mettons sous immunosuppresseurs. Et donc, deux questions se sont posées. Quels sont les traitements qu'on doit continuer? Quels sont les traitements qu'on doit enlever? Je donne juste le raisonnement. En vert, c'est ce qu'on peut laisser. En rouge, c'est ce qu'on doit enlever. Ça peut être utilisé dans d'autres circonstances. En fait, catégoriser les médicaments en font le risque d'infection qu'ils entraînent. Il y a des médicaments à très faible risque comme les interférents. Et certains interférents sont utilisés maintenant dans des essais cliniques pour le Covid-19. Il y a des médicaments qui sont à faible risque, mais il y a des médicaments à risque intermédiaire et surtout, il y a des médicaments à haut risque qui, eux, sont complètement contre-indiqués. Avant, quand vous êtes, je dirais, loin et que vous devez prendre une décision, la décision d'une cure de corticothérapie en bolus pour un malade de sclérose en plaques ne doit pas être prise, doit être seniorisée. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une décision qui est prise après mûre réflexion, après vérification du taux de lymphocytes, vérification de l'état infectieux du patient avant de prendre une décision. Les vaccinations de ces patients-là et d'autres sont uniquement avec des vaccins tués. On nous dira ce qu'on pense. Bien. Des situations particulières dans les services de neuropédiatrie, neurocovid et enfants. Il n'y a pas de cas de neurocovid qui a été rapporté en Tunisie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Covid avec des manifestations neurologiques. On me corrigera si dans la cellule de crise, il y a eu des cas de Covid avec des signes neurologiques. Selon nos amis neuropédiatres, il n'y en a pas. Alors, l'épilepsie, rapidement, s'il vous plaît, chez les patients épileptiques, ne pas arrêter le traitement antiépileptique. Et j'en profite, Ramadan comme Mabrouk, pour ces patients-là, quand ils vous posent la question, ils doivent se référer à leur médecin traitant. S'ils sont sur triple prise, ils ne peuvent pas jeûner. Les syndromes épileptiques doivent garder le traitement. Il y a eu une question sur la maladie de Gaucher, d'après ce que j'ai compris. Alors, je profite pour répondre. Pour la maladie de Gaucher, s'il n'y a pas de splénectomie, il n'y a rien de particulier. La splénectomie, quand elle est faite, elle entraîne une immunodépression relative, surtout dans les infections bactériennes, beaucoup plus que virales. Mais là, il faudrait se méfier. Dans d'autres pays, ils sont sur un traitement de fond qui évite la splénectomie. Nous, malheureusement, on fait la splénectomie pour essayer de diminuer les signes de la maladie. Donc, des précautions particulières, certainement, mais particulièrement chez les enfants splénectomisés. C'est important d'avoir cette notion-là, mais rien de plus par rapport à ça, nous n'avons pas de cas rapportés. Pour les enfants, voilà ce que je voulais dire. C'est des recommandations générales un peu plus scrupuleuses. Bon, le neurologue, s'il ne réfléchit pas, ce n'est pas un neurologue. Alors que tout le monde maintenant veut résoudre le problème de la pandémie, Madame nous sommes dans l'après-pandémie dans notre tête. Là, pourquoi l'angoisse du neurologue? Vous avez tous entendu parler de l'encéphalite léthargique. Vous allez avoir des soirées ramadanesques qui sont longues. Allez chercher sur Internet un film de Robert De Niro sur l'encéphalite léthargique et l'utilisation du Modopar. C'est un film fantastique qui va vous montrer les conséquences de cette encéphalite léthargique et puis comment le Modopar a été mis. Je vous le dis, c'est un film, moi, qui m'a marqué. Alors, nous, cette encéphalite, elle a touché des millions de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a entraîné des syndromes parkinsoniens qui étaient importants. Mais quand elle s'était installée, il y avait de la fièvre, de la pharyngite, des céphalées, une vision double, des douleurs musculaires. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et je ne veux pas vous inquiéter, mais voilà ce qui s'est passé. Plus tard, un tiers de ces patients ont fait un syndrome parkinsonien. Finalement, si je veux résumer, voilà les complications neurologiques, la méningite et l'encéphalite, l'anosmie, l'encéphalopathie, les accidents vasculaires cérébraux, l'atteinte post-infectieuse, que ce soit au niveau du tronc ou le Guillain-Barré, la myosite.
Tout ça, j'en ai parlé, voilà les complications. Mais surtout, gardez le confinement si vous ne voulez pas que ça déborde et qu'un neurologue soit obligé de vous intuber. Je ne vous le conseille pas. Merci beaucoup. Merci, professeur Guider, pour cette brillante intervention, brillante conférence. Et elle a suscité pas mal d'interrogations, pas mal de questions. Alors professeur Guider. Je peux rentrer. Professeur Moussaf Mohamed m'a dit qu'elle a beaucoup appris. C'est bon. Ah, très bien. Parce qu'ils m'entendent avec le. Là, je suis obligé devant la responsable de ça, de mettre le masque. Alors, professeur Guider, oui. L'infection par le Covid, tu en as parlé en bonne partie, peut induire une poussée de sclérose en plaques chez un patient auparavant stable et en rémission depuis des mois sous rebif. Bien. Alors, je vais décrire ce qu'il en est. Est-ce que l'infection au Covid est responsable de la poussée de sclérose en plaques? Personne n'a pu l'établir. Il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que nous. Je vais donner l'exemple de l'Iran qui a été massacré par cette affection et dans lesquels il y a eu plusieurs décès de sclérose en plaques. Ce n'est pas l'infection du Covid qui entraîne la poussée. C'est certains traitements immunosuppresseurs qui touchent les lymphocytes B qui ont été rapportés par rapport à ça. Si un malade fait une poussée, vous devez prendre toutes vos précautions, vous devez vous assurer qu'il ne fait pas une Covid, mais la relation infection et poussée n'est pas établie. Ce qui est plus établi, et qui a été établi dans des pays qui ont eu des situations de stress global, c'est qu'en cas de stress global, les gens font plus de poussées. D'accord. Merci. Donc, autre question. Certains radiologues prennent la décision de faire un scanner thoracique à la suite du scanner cérébral dans le stroke. Bon, c'est une constatation. Je ne sais pas si vous avez. Je vais dire ce qu'il en est. Je vais dire ce qu'il en est. Je vais être franc là-dessus. Dans le contexte de l'hôpital, les gens ne prennent pas obligatoirement cette décision. Dans le contexte de l'exercice privé, et je comprends très bien mes collègues, et je les soutiens là-dessus, ils sont devant une très grosse responsabilité et dans une décision go, no go. Ils n'ont pas avec eux des gens qui peuvent le renseigner sur les 4 heures. Et je comprends la décision et elle est légitime. Quand vous voyez les résultats maintenant de la thrombolyse et de la thrombectomie et le nombre de gens qui sont sauvés, vous vous dites, ça vaut le coup de faire un scanner thoracique. Voilà, j'ai parlé en pratique et je ne sais pas ce que tu en penses, Moustapha. Pour le scanner thoracique, oui, puisqu'il n'y a pas suffisamment de tests. Le PCR met 24 heures, il y a des zones où l'accès est difficile. Et le scanner, et plusieurs publications qui montrent qu'il est aussi sensible, voire plus que le PCR. Donc, un coup, même, comment il s'appelle, juste une, comment il s'appelle, scout, voilà, un scout pour voir s'il y a des lésions. Et on a eu des cas à l'hôpital militaire, des malades qui viennent pour autre pathologie, pour un scanner abdominal, ils ont des lésions. Ils sont asymptomatiques, ils n'ont rien du tout, mais ils ont des lésions Covid. Voilà. Et les PCR sont négatifs. Donc peut-être qu'on vient à la fin, ils ont déjà négativé ou sont positifs. Donc moi, je suis pour un scanner qui ne coûte rien. C'est 10 secondes et permet d'avoir... Voilà, tout à fait. Vous avez la réponse de professeur Vergène. Allez à vos scanners thoraciques. Tout à fait. On a intégré dans la définition de cas les lésions scanographiques comme étant un cas probable. Comme vous le saviez, la confirmation, pour dire un cas confirmé, il faut que ça soit confirmé par la RT-PCR, mais c'est un cas probable. On fait le contact tracing pour les sujets décédés qui ont des lésions scanographiques pour lesquelles on a RT-PCR négatif, on les considère comme étant des Covid. Donc nous, dans notre mise à jour systématique, on a introduit le scanner. On attend de voir est-ce que dans un but diagnostique ou un but de dépistage, pour le moment, il est pratiqué dans un but diagnostique, mais il est d'un grand apport pour
notre stratégie. Ils savent d'autant plus que, comme on le sait, dans toutes les atteintes parenchymateuses pulmonaires, les signes radiologiques sont toujours en retard. Voilà. Même après guérison, ils sont toujours en retard. Donc on peut trouver la trace, la cicatrice du Covid, avec que la PCR est négative. Voilà. Ça ne veut pas dire que... Moi, j'ai une question, je profite du professeur Riyad Gouidr, juste concernant la sclérose en plaques et les lésions qui peuvent donner des myélites et des neuropathies démyélinisantes, des PRN, etc. Et la sclérose en plaques est souvent provoquée par une infection virale. Et les malades vont continuer à faire leur sclérose ou déclencher une sclérose, d'autant plus qu'on est dans une situation de stress avec le confinement, avec la perturbation de notre vie sociale habituelle qui est un facteur déclenchant. Pour un neurologue, comment il peut faire la part entre atteinte démyélisante post-virale, tant plus que ça peut survenir 3 semaines, un mois après, et une CEP qui se déclenche? D'abord, nous avons eu la chance d'avoir des développements extraordinaires de l'IRM. La sclérose en plaques a été modifiée par l'IRM. Donc ça, c'est très important à savoir. Il y a des critères maintenant qui sont des critères de McDonald 2017. On a des critères établis, il faut chercher ces lésions, il faut faire telle injection, il faut faire tel temps. Et nous venons de faire un webinaire avec les résidents de neurologie et Dr Sonia Neji a vraiment expliqué ce qu'il fallait faire là-dessus. Nous avons un set de critères. Nous sommes beaucoup plus à l'aise qu'avant. À part ça, il y a des maladies à éliminer d'office. Bon, maintenant, quand on est devant une seule poussée, quand le malade est connu sclérose en plaques, il n'y a pas de souci. Quand on est devant une seule poussée, on cherche des éléments de dissémination dans le temps et dans l'espace. Comment expliquer ça? C'est-à-dire s'il a plusieurs lésions, c'est une dissémination dans l'espace. Mais s'il a une atteinte focale, là, on attend. On va voir la ponction Lambert, les bandes oligoclonales, mais vous voyez qu'on peut les avoir là aussi. On va attendre. On ne va pas se précipiter pour traiter. On traitera l'épisode, disons, dysimmunitaire par des corticoïdes s'il n'y a pas de risque infectieux, parce que là, on est sûr de pouvoir calmer l'orage dysimmunitaire, mais on n'ira pas à un traitement de fond sur ça. J'espère avoir répondu à la question. Très bien, comme d'habitude. Nos collègues à l'étranger rapportent la notion d'un besoin très très important en hypnotique et en opioïdes. Donc les réanimateurs ont relevé dès le début et dans tous les pays cette notion de patients qui consomment énormément de produits sédatifs. Est-ce qu'il y a une explication neurologique? Alors, le problème, comme j'ai dit, est un problème de récepteurs au niveau du cerveau. Nous savons maintenant qu'il y a des récepteurs qui sont là. Nous ne savons pas encore quels sont les autres récepteurs qui sont touchés. Il suffit d'imaginer qu'il y a d'autres récepteurs qui sont bloqués pour savoir que les produits que vous injectez ne trouveront pas de récepteurs libres et que vous aurez besoin d'injecter beaucoup plus de produits pour saturer ces récepteurs. Nous n'avons pas tout compris au niveau du système nerveux. Chaque jour, je dis bien chaque jour, nous recevons, parce que nous sommes dans un réseau connecté par rapport à ça, des informations nouvelles sur une nouvelle sémiologie, de nouveaux besoins. Le coronavirus, certainement, touche le cerveau sur des récepteurs que nous n'avons pas encore définis. D'où, j'ai dit, le tableau de confusion qu'on observe après et qui n'est pas du tout explicable par uniquement l'hypoxie.